Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, très heureux de vous retrouver. Bon, ça tombe bien, tiens, la BCE s'est réunie la semaine dernière, on a tous suivi ça avec attention, j'imagine que vous aussi. Elle se donne du temps, la BCE, on l'a vu, 6 mois de plus, les taux vont rester à leur niveau au moins jusqu'à fin 2019, nous a dit Mario Draghi. Si elle se donne plus de temps, la Banque Centrale Européenne, dites-moi, c'est parce que l'économie s'est vraiment dégradée en zone euro. C'est ça la raison de fond. Certains ont dit, elle a un peu sorti l'artillerie lourde là, pour essayer de contrer un peu le ralentissement. Écoutez, on a en effet un ralentissement mondial qui est incontestable, assez puissant, et on révise en baisse, en particulier l'économie qui est la plus internationalisée au sein du monde avancé, la grande économie la plus internationalisée qui est l'économie de la zone euro et de l'ensemble de l'Europe. Beaucoup plus internationalisé que les États-Unis. Il y a une différence assez substantielle. Alors, ceci étant dit, ce que je comprends des projections qui sont faites maintenant de manière assez générale, à vrai dire, à l'OCDE, aussi par la Banque Centrale Européenne, les nouvelles projections sont assez proches, 1,1. Ça veut dire de que, croissance, 1,1 de croissance comme l'acquis de croissance de l'année d'avant sur 2019 est de l'ordre de 0,4%, ça veut dire, quand on transforme ça en croissance trimestrielle, ça veut dire à peu près 0,3% de croissance trimestrielle sur l'année. Et c'est ça qui vous donne 1,1, ce qui est la projection de la Banque centrale, enfin du staff de la Banque centrale européenne. Et comme on l'a vu, l'OCDE arrive à peu près au même chiffre. Alors, est-ce qu'il y a un élément de pessimisme renforcé? Chacun peut juger. 0,3, ça fait 1,2 en croissance annuelle mesurée sur chacun des trimestres. Est-ce que c'est ce qu'on va réellement observer? Est-ce qu'on ne va pas même avoir un premier trimestre encore plus mauvais et ensuite un certain rebond dans la mesure où on a quand même un démarrage avec une Allemagne qui est réellement en croissance très lente pour des raisons qui sont soit réellement structurelles et de long terme, ou de moyen long terme, soit plus conjoncturel, c'est un peu toutes les questions que nous avons. Mais bon, le signal est comme négatif. Il y a une forme de pessimisme quand même, quand la BCE revoit quand même beaucoup largement de 1,6 ou 1,7% de croissance. Elle était à 1,7. 1,7, on passe à 1,1. C'est significatif quand même. Ce sont des chiffres. On a vu en effet un ralentissement important. Fort, Il n'y a plus que 0,4% d'acquis de croissance, qui est faible évidemment. Et on voit bien, si vous voulez, qu'on sera plutôt content si on a 0,3% de croissance trimestrielle au premier trimestre. C'est vrai d'ailleurs pour la zone euro, c'est vrai aussi pour la France. Il fallait, pour essayer de contrer un peu ce ralentissement, qu'il y ait une forme de revirement dans cette normalisation de la politique monétaire en se disant on se donne 6 mois de plus, on va faire un méga prêt, on va en parler aussi, méga prêt TLTRO, troisième du nom, aux banques européennes, prêt géant, pas cher du tout. Il fallait faire tout ça. On ne peut pas dire qu'il y a un revirement, puisque toutes les banques centrales, et évidemment la Banque centrale européenne, dit bien que ces décisions dépendent des données, elles dépendent de la réalité. Bon, on avait en effet, de manière aussi proche finalement que à la fin de l'année dernière, 1,7% dans les projections qui étaient faites par la Banque centrale européenne. 1,7, c'est vraiment très différent de 1,1 en effet. Et on voit bien, si vous voulez, qu'il ne faut quand même pas trop attacher d'importance aux chiffres moyens. Il y a aussi, évidemment, le profil de la croissance. Et comme je l'ai dit, tout dépend du profil réel de la croissance. Premier trimestre très fort, très faible, et ensuite ça repart, c'est ça? Oui, dernier trimestre de l'année dernière, premier trimestre de cette année. Enfin, on va voir. En tout état de cause, je crois que la Banque centrale européenne ne surprend personne en disant je décale d'un trimestre ou de deux trimestres le moment où je vais augmenter mes taux. Voilà. Donc ça veut dire c'est quelque chose qui paraît absolument normal. Le marché d'ailleurs ne me semble pas avoir été étonné par cette décision. Donc si on comprend bien Mario Draghi, pas de hausse de taux avant 2020. Quand on regarde les marchés ski price, eux carrément, c'est pas avant fin 2020. La vérité, ce sera peut-être au milieu. Peu importe. Enfin, on verra. Les marchés ont leur propre appréciation. J'espère bien, en effet, que l'on aura une augmentation au début de l'année prochaine et qu'elle sera parfaitement justifiée compte tenu des évolutions qui auront pu être observées d'ici. Pardon de voir le pire, mais imaginons, scénario un peu pas noir, mais les Américains ralentissent largement cette année
et même proche d'une croissance de zéro, peut-être début de récession, après un super cycle de quasiment 10 ans. La Fed baisse ses taux. La BCE peut augmenter les siens, même moment où on se rend compte que ça peut être compliqué, non? Non, on ne parle pas en ce moment encore de récession. Non, mais sur 2020, on se projette à un an. Mais c'est vrai que la récession américaine est inévitable à un certain moment. Alors, à ce moment-là, ce que l'on peut redouter comme Européens, c'est que, alors même que dans le cycle économique, nous sommes décalés assez considérablement par rapport aux États-Unis, probablement de 3 ans, 3 ans et demi, nous aurons par contagion nous-mêmes une récession. C'est horrible. Parce que la récession américaine aura un impact énorme sur le reste du monde. Et empêchera la BCE d'augmenter ses taux. Et nous sommes nous-mêmes, en effet, très internationalisés. Notre commerce extérieur est considérable. Alors, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire pour les Européens dans leur ensemble? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ces conditions? Il est clair que les marges de manœuvre de la Banque centrale européenne sont très ténues, même si elle peut toujours, elle vient de le prouver d'ailleurs, faire ses prêts ciblés qui viennent d'être décidés. Mais il est clair qu'en matière de taux d'intérêt, elle a très peu de marge de manœuvre et qu'elle a déjà énormément augmenté son portefeuille de valeurs négociables. En revanche, il y a certainement, en effet, des marges de manœuvre. Je parle de la zone euro dans son ensemble, pas de notre pays en particulier. Il y a des marges de manœuvre sur le plan budgétaire. Nous avons un déficit budgétaire qui est très, très, très inférieur à celui des États-Unis d'Amérique. Donc, quand on compare les deux grandes économies, nous, on est à moins de 1. Ils sont aux alentours de 5 points. On est probablement aux alentours de moins 0,5. Donc, énorme différence, qui se retrouve d'ailleurs dans la balance des paiements courants, plus 2,9% dans la zone euro et en Europe en général. Moins 3, enfin, un peu moins en Europe en général, à vrai dire, parce que la Grande-Bretagne est assez déficitaire. Je parle encore d'une Grande-Bretagne qui est membre de l'UE. Et bien entendu, aux États-Unis, moins 3%. Donc vous avez 6 points de différence, et presque 6 points de différence aussi en matière donc budgétaire. Ça donne des marges. A priori, potentiellement, il y a là, en effet, dans la macroéconomie européenne, de la zone euro, il y a des marges de manœuvre. Mais pas dans la politique monétaire. Comment seront-elles utilisées? Comment seront-elles exploitées? Ça, c'est notre paire de manches. C'est évidemment la grande question. Mais elles existent. Mais elles n'existent pas, ou très peu, sur les politiques elles monétaires. Lors de la prochaine récession monétaire. Mais ça ne veut pas dire que la Banque centrale européenne, d'ailleurs, ça a été dit par mon successeur de manière très claire, n'aurait pas des choses à faire. En cas de récession. De même que, si nous avons à faire face, ce qu'à Dieu ne plaise, à une récession dure, importée des États-Unis et ne correspondant pas à notre propre cycle. Qui arrivera un jour ou l'autre. Bien entendu. Bien entendu. La BCE est équitable en termes d'inflation sur 1,5% d'inflation en 2020 et 1,6% de croissance. On se dit qu'elle est quand même malgré tout pas trop pressée d'augmenter ses taux. Je veux dire, même si il faut se reconstituer des marges de manœuvre, il n'y a pas le feu au lac quand on voit qu'on est en dessous de la cible d'inflation de 2%. Non, ce qui compte, comme vous le savez, c'est la tendance. C'est pas la tendance, bien entendu, mais aussi la tendance mesurée par les anticipations d'inflation, les inflation expectations, qui sont vraiment, si vous voulez, à moyen terme, le grand critère. Et là, de ce point de vue-là, la Banque centrale européenne peut dire qu'elle a réussi à réaccrocher de manière à peu près convenable les anticipations d'inflation à moyen terme sur la définition de la stabilité des prix. Mais c'est vrai, si vous voulez, qu'en ce qui concerne l'inflation mesurée immédiatement, nous avons bien entendu aussi l'impact de la baisse des prix du pétrole qui nous impacte assez considérablement. Un mot, évidemment, Jean-Claude Trichet, on en parlait très rapidement, mais pour votre regard là-dessus, sur cette nouvelle série de prêts à long terme aux banques, les fameuses TLTRO. Ce sera à partir du mois de septembre, des prêts géants bon marché sur des durées de 2 ans. Les banques européennes vont mal. Alors, c'est plus compliqué que ça. Mais elles sont, d'abord, fondamentalement, il ne s'agit pas d'aider les banques européennes, il s'agit, dans l'esprit de la Banque centrale européenne, effectivement, d'essayer d'accompagner un ralentissement de l'économie, de la vraie économie, de l'économie réelle. Avec un ancien TLTRO qui arrive à échéance. Avec un ancien TLTRO qui arrive à échéance, effectivement, et dont le remboursement peut poser problème à une partie du système bancaire européen. Une partie seulement. C'est pas, on n'a pas en ce moment, me semble-t-il, en Europe en général, un énorme problème, même si la grande comparaison qui est pertinente, c'est de comparer
le système bancaire aux États-Unis, le système bancaire en Europe. Et là, alors, vous avez une différence de solidité, de profitabilité, de rentabilité qui est en notre défaveur. Qui s'explique très simplement. Ils ont un marché unique des services financiers et des banques. Nous n'avons pas un marché unique des services financiers et des banques, certainement pas des services financiers en général, mais même pas des banques, car il y a encore, même après l'union bancaire, toutes sortes d'obstacles aux restructurations transfrontières qui sont nécessaires si l'on veut avoir un vrai marché des services bancaires. Donc là, c'est pas la seule raison de la faiblesse des banques européennes, parce que la courbe des taux aussi n'aide pas. On voit bien que les banques ont décroché suite à l'annonce de la BCE. Bien entendu, la courbe des taux n'aide pas, mais ce n'est pas le problème principal à mon avis. Les banques ont trouvé le moyen quand même de faire face. Et quand je parle des banques, je ne parle pas simplement des banques de la zone euro. Vous avez d'autres pays européens, y compris la Suisse, qui ont des taux d'intérêt négatifs très, très importants. Donc toutes les banques ont trouvé le moyen, si vous voulez, de faire face à une situation complètement imprévue et très anormale, objectivement. Ceci dit, on a en effet une quasi-impossibilité, en tout cas c'est ce qu'on observe en ce moment, de restructuration du secteur bancaire au niveau de l'ensemble du marché unique de la zone euro et même du marché unique européen, bien entendu. Donc ça, c'est une anomalie qu'il faut corriger. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire, mais il est clair que c'est, à mon avis, l'un des problèmes principaux que nous avons vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Pour clore sur cette séquence BCE, malgré tout, quand on prend un peu de recul, Jean-Claude Trichet, le fait que des TLTRO soient encore nécessaires aujourd'hui, ça ne prouve pas quand même que 10 ans après la grande crise, encore une fois des subprimes, le système financier, il n'est pas encore vraiment revenu à la normale, honnêtement. À l'évidence, oui, bien sûr. Et c'est une observation que vous pouvez faire partout dans le monde des pays avancés, des économies avancées. Les Américains ne font pas de TLTRO. Non, mais ils disent très clairement qu'ils vont probablement conserver un énorme volume dans leur portefeuille de valeurs négociables. Ceci est clair. La taille du bilan. Ils n'ont pas augmenté leur taux d'intérêt comme ils l'auraient fait en temps normal. Sinon, ils auraient au moins 5 points de marge de manœuvre pour diminuer les taux d'intérêt et revenir à zéro. Est-ce que l'économie américaine supporterait? Ils viennent de décider de faire une pause qui a été observée par tous. Donc nous sommes à des endroits différents, si je puis dire, dans le cycle économique, ou avec des problèmes structurels différents, au Japon, en Europe et aux États-Unis. Mais tous, nous avons encore une situation anormale, encore une situation d'ailleurs de surendettement dans certains secteurs qui est flagrante. C'est le cas aussi dans notre pays, naturellement. Et nous avons un problème de fond qui est que la vulnérabilité du système économique et financier mondial demeure considérable au niveau mondial et est sur un certain indicateur que j'aime bien, qui est l'endettement total public et privé en proportion du produit intérieur brut mondial. Nous sommes dans une situation pire que celle que nous avions à la veille de la grande crise de 2007-2008. Mais c'est hyper angoissant, sauf que là enfin, les marchés de taux ne sont pas inquiets, puisque les taux sont, même sur la courbe des taux longs, sont au plus bas. Donc on a beau dire endettement est record, les investisseurs ne pricent pas. Le propre des marchés, c'est qu'ils ont tendance à fonctionner en yes or no, 0 ou 1, on-off. Et nous savons bien que la binarité fait partie, malheureusement, du système financier en général, et certainement en ce moment du système financier international. Ceci dit, il faut peut-être nuancer un peu. Les pays avancés ont fait des progrès quand même en ce qui concerne une meilleure gestion d'une partie de leur endettement, notamment l'endettement privé. Les pays en développement, les pays émergents, disons, ont accéléré leur endettement assez considérablement. Donc le critère mondial demeure extrêmement inquiétant, mais ce n'est plus la même inquiétude. Il y a une inquiétude supérieure à ce que nous avions avant la grande crise dans la sphère des pays émergents. Voilà. Donc c'est quand même angoissant. Moi, je trouve ça quand même angoissant parce que quelque part, on danse sur un volcan. On a le sentiment qu'on danse sur un volcan. C'est pas angoissant, ça appelle correction. Ça appelle correction. On a vu, il y a une correction sur les marchés. Elle a eu lieu de manière assez violente quand même. Et c'est ce qu'on dit pousser la Fed à lever le pied, à se dire on va attendre un petit peu. Mais depuis, les marchés ont repris. Vous avez vu la volatilité. Ça appelle correction de la part de ceux qui décident, c'est-à-dire des décideurs publics. Et des décideurs publics qui ont le contrôle, en principe, de leur propre endettement public. Et c'était aussi, évidemment, des corrections dans le secteur privé
que nous attendons. Il faut que chacun fasse son travail pour éviter de se retrouver dans une situation anormale. Notre marche en ce moment est une marche qui n'est pas responsable. Voilà mon sentiment. Ouais. On finit là-dessus parce que c'est intéressant, Jean-Claude Trichet. La zone euro, on parlait du déficit moyen en zone euro, moins 0,67, vous me disiez, déficit budgétaire. Ça dépend des calculs, de la méthodologie, mais c'est probablement moins 0,6, moins 0,7. Voilà, donc 1% moins, on va dire, pour faire simple. La France, aujourd'hui, va aller au-delà des 3%. Il y a, encore une fois, cette réponse du président Macron à la crise des Gilets jaunes, qui était ce chèque, on dit certains, de 10 milliards d'euros de mesures de soutien au pouvoir d'achat. On va vers 3,2, 3,3. La France reste le mauvais élève année après année. On pourrait se revoir tous les 2-3 ans, on dirait la même chose. Non, la France est dans une situation qui est médiocre, pour dire le moins, à la fois en matière de déficit budgétaire, en matière de montant total des dépenses en proportion du produit intérieur brut, où nous avons le record de l'Europe, et aussi naturellement en ce qui concerne la balance des paiements courants, où nous avons encore un déficit, alors que la plupart des autres pays, et en tout cas tous les grands pays, sont plutôt équilibrés. Pourtant, des réformes ont été faites. On a baissé la taxation du capital, on a sur les contrats de travail. Des réformes ont été faites. Elles vont produire leurs effets de manière progressive, bien entendu. Une réforme structurelle, ce n'est pas quelque chose qui vous donne des résultats tout de suite. Mais le problème principal que nous avons eu, c'est que nous nous sommes laissés aller à avoir une perte de compétitivité coût sur longue période et qui, évidemment, a fait toute la différence entre nous et les Allemands. Les Allemands ont amélioré leur compétitivité coût depuis la création de l'euro, à un moment où nous-mêmes nous pensions qu'il n'y avait plus rien à faire. On avait fait des efforts considérables pour arriver à l'euro. La désinflation compétitive a été un grand succès de ce point de vue. On avait une meilleure compétitivité coût que celle des Allemands. Quand on a commencé, les Allemands s'en sont rendus compte et ont corrigé le tir, et nous ne nous sommes pas rendus compte que c'est un peu moins vrai ces dernières années, puisqu'ils ont un peu lâché la bride sur les salaires. Un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Et nous avons regagné un peu de compétitivité coût, mais nous n'avons pas regagné toute la compétitivité coût perdue. Et donc tout ça, ça demande du temps. Je crois que les directions que nous empruntons sont bonnes, à condition, bien entendu, que les finances publiques, des Gilets jaunes, si je puis dire, soient effectivement correctement financées. Ça, on va voir quelles vont être l'ensemble des décisions qui vont être prises. Mais il y a là un élément qui serait désolant. Nous sommes déjà un très mauvais élève, nous ne pourrons pas devenir un encore plus mauvais élève. Mais j'espère bien que le gouvernement va prendre les décisions qu'il faudra pour que nous n'aggravions pas en quelque sorte notre situation, parce qu'en tout état de cause, elle est vraiment mauvaise et il doit être amélioré, et les finances publiques françaises doivent être améliorées, comme la compétitivité française, à la fois structurelle et compétitivité coût, doit être améliorée si on veut lutter contre le chômage de masse, car c'est le chômage de masse qui nous ronge. C'est là le contresens des Gilets jaunes, à mon avis, c'est qu'ils ont porté toute leur attention à une augmentation des salaires, des traitements et du pouvoir d'achat, comme on dit, alors même que notre problème principal, c'est un chômage de masse qui demeure énorme et très, très anormal, et en particulier pour les jeunes non qualifiés. Voilà, donc dépenses publiques, mais qui n'est pas aujourd'hui sous contrôle. Et en même temps, on se dit ça, et en même temps, l'État français s'endette à 50 points de base à 10 ans. Qui doit être contrôlé. Mais pour l'instant, sur les marchés, la France s'endette très tranquillement. Oui, et ça coûtera moins cher au budget dans les prochaines années. Ça ne veut rien dire. À un moment ou à un autre, les marchés se réveillent et les taux d'intérêt de marché ne sont plus les mêmes. Voilà. Donc ce n'est pas du tout une bonne raison. Voilà. Un jour, il se réveille, mais on ne sait pas quand. D'ici là, j'espère qu'on aura le temps de se reparler. Merci d'avoir été avec nous. Donc Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. C'était un plaisir. Merci.